Michael Moller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de l'ONU à Genève. On va parler de ça, du grand événement de l'automne, les 70 ans des Nations Unies célébrés à Genève. On a l'impression que Genève revient encore plus dans le jeu, les rencontres internationales sur l'Iran, peut-être d'autres, c'est vrai? Tout à fait. Depuis 1 an et demi, on voit une résurgence, si vous voulez, de la diplomatie multilatérale. Mais Genève a toujours été la plateforme pour ce genre d'activité. Il y a des hauts et des bas, mais on est de nouveau dans un monde un peu conflictuel. Et Genève retrouve toujours sa vocation de place neutre. La tension, le regain de tension entre l'Est et l'Ouest, Moscou-Washington, ça sert, paradoxalement, pas paradoxalement, ça sert Genève. Bien sûr. Hein? Le monde a toujours besoin d'un endroit neutre où on peut discuter, on peut parler, en s'assurant qu'il n'y a pas d'agenda qui va couper à travers de ce qu'on essaye de faire. Hein. Un anniversaire sera marqué très prochainement. Ce sont les 30 ans de la rencontre Reagan-Gorbatchev. Beaucoup de Suisses s'en souviennent. Hein. C'est un événement énorme. Les deux superpuissances qui étaient là. Il y a beaucoup de photos qui rappellent ces moments historiques-là. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Obama, Poutine. Mais on retrouve un peu de ce climat. J'espère que vous avez raison. Hein? On essaye. Il faut absolument qu'on arrive à ça. Parce qu'on a trop de problèmes communs qui doivent être réglés et qu'on ne peut pas régler à moins qu'on le fasse ensemble. On vous entend parler, vous êtes parfaitement francophone, fils d'une Française. Il y a une idylle qui s'est créée entre vous et les autorités en Suisse. Ça n'a pas toujours été le cas. Les responsables de l'ONU, souvent, ne parlaient pas la langue, étaient un petit peu parachutés. Ça se passe bien, ça marche. Ça se passe très très bien. Je suis très content et je suis très reconnaissant surtout pour le soutien qu'on me donne à tous les niveaux étatiques ici. On reviendra sur votre parcours. Un mot quand même déjà. La première arrivée en Suisse, je crois que c'était il y a plus de 30 ans. Le 14 mars 1979. Ça vous a marqué visiblement. J'ai commencé ma carrière ouais. au commissariat pour les réfugiés. La première image de la Suisse, vous vous en souvenez? Absolument. Oui, c'était la première fois que j'arrivais à Genève. Le matin, quand je suis allé pour mon premier jour, mon premier travail, j'ai croisé le parc en face de l'OMC, ce qui est OMC, le centre William Rappard. Et j'étais surpris par l'ordonnée. C'était incroyable. Même les jardiniers travaillaient d'une manière très, très ordonnée et très, très organisée. Ce qu'on ne voit pas très souvent ailleurs. Ouais. Cette image de carte postale, mais qui en même temps a longtemps été, est encore une réalité en Suisse, ça sert pour accueillir les organisations internationales? Je crois, oui, absolument, parce que ça donne un cadre qui est calme, qui est ordonné, qui est accueillant, et bien entendu que ça sert. Vous les recevez ici, les Kerry, les Arif, les responsables internationaux qui viennent. Le fait qu'on ne les dérange pas trop, que la Suisse soit un tout petit peu hors du monde, c'est dans leur univers? Oui, mais je ne sais pas si je suis d'accord avec vous que la Suisse est en dehors du monde. Elle est au centre du monde, en fait, même si on ne se rend pas compte. Mais ils viennent ici justement parce qu'ils regardent un peu autour dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui a ce calme, cette neutralité, et en plus un cadre déjà très bien rodé pour faciliter et ce genre d'activités. Alors pour tout ça, il faut un écrin, c'est le Palais des Nations à Genève, immense monument de Suisse. Oui. La grande affaire aujourd'hui, c'est de le rénover, parce qu'il en a besoin. Oui. Un mot de ça demande d'abord beaucoup d'argent. Oui, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et beaucoup de travail, de dentelle, je dirais. Beaucoup de la rénovation va être derrière les murs, parce que c'est là où on voit la vieillesse du bâtiment. Ça va nous coûter, ou ça va coûter au monde 837 millions de francs suisses. Pour le moment, c'est le budget qui a été arrêté. On fait tout ce qu'on peut pour rester dans les temps et dans le budget. Et on y arrivera, je suis sûr. Alors, ça date de 1929. Enfin, ça a été fini un peu plus tard dans les années 30. Oui. Très ancienne histoire. On va revoir une archive de la RTS qui montre que dans les années 60 déjà, la rénovation était un sujet. Revenons à l'extrémité ouest de la Suisse où l'on s'occupe aussi de travaux de construction, ou plutôt de modernisation. Celle du Palais des Nations Unies, puisque le Conseil fédéral a adopté un message aux chambres en vue de l'octroi d'un prêt sans intérêt destiné au rajeunissement de cet édifice. La participation du canton de Genève s'élève à la moitié de celle de la Confédération. Un autre prêt permettra aussi le développement du siège de l'Office mondial de la santé. Voilà, c'est en 1964, on est en 2015 et ça ressemble un peu. Pas un peu, c'était comme si on parlait aujourd'hui. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est votre empire, c'est un immense bâtiment. Combien de personnes travaillent là?
Un peu plus que 3000 dans le bâtiment lui-même. On est plus que ça. Dans la famille onusienne, on est autour de 10 000, un peu plus que 10 000. En termes de superficie, c'est très important. En termes d'importance, on dit souvent les plats se mangent à New York, mais ils se préparent dans la cuisine genevoise. Il y a une part de vérité? Oui. Moi, je préfère plutôt dire que Genève est la plateforme et le centre opérationnel du système international, même pas juste de l'ONU. Et en fait, c'est ici que une multitude d'activités se préparent et se mettent en œuvre qui affectent tout le monde sur cette planète, d'une manière qui est peu connue en fait. Périodiquement, on dit attention, l'ONU va partir, certaines agences vont partir, la Suisse est trop chère, la Suisse... Aujourd'hui, à Francfort, ça pèse, c'est cher pour beaucoup de vos internationaux. Oui, mais c'est cher, c'est surtout cher si on regarde seulement les éléments financiers. Il faut qu'on fasse une analyse... cost-benefit, je dis en français. Coût-bénéfice. Oui, qui est beaucoup plus sophistiqué que ça. Parce qu'en fait, on a tissé ici un tapis, si vous voulez, depuis 150 ans, depuis la création de la Croix-Rouge, qui est énormément fort, qui est créé par toute un network d'organisations qui se renforcent mutuellement et dont le travail est renforcé sur le terrain par le fait que tous les autres sont ici. Je parlais d'idylle, c'est vrai que c'est très frappant. Vous parlez français, vous êtes danois, c'est pas tout à fait indifférent entre le Danemark et la Suisse. Ce sont des petits pays, quoi d'autre? Il y a une proximité? Pas seulement ça, mais il y a des valeurs qui sont partagées. On est tous européens et moi je me sens très bien ici. J'aime beaucoup, ça fait la 4e fois que j'habite ici, je me sens chez moi. La culture des Suisses, elle vous surprend pas? Non. Elle devrait? Je sais pas, c'est un état d'esprit qui surprend parfois les étrangers. Non, écoutez, c'est un peu difficile de dire oui à ça aujourd'hui, étant donné que ça fait maintenant 35 ans que je viens ici. Donc je me suis habitué et je me sens très bien ici, comme j'ai dit avant. On a vu une accélération ces derniers mois, c'est en tout cas l'impression qu'on a, de moments où la Suisse est vraiment une plateforme cruciale. Une photo qui le rappelle, elle a fait le tour du monde. Je crois que c'est une des photos qui a été le plus titrée dans le monde. C'est John Kerry. Alors, on est un peu plus loin que Genève, on est à Lausanne. Mais c'est tout l'arc lémanique qui sert maintenant de plateforme diplomatique. À l'hôtel Beau Rivage. Bon, la photo est extraordinaire. Elle montre à quel point Lausanne, Genève, toute cette région sont dans le jeu. Oui, tout à fait. La Genève internationale, c'est, comme vous dites, l'arc lémanique. Et ça comprend aussi une partie de la France voisine. Et c'est important de se rappeler de ça, parce que je crois que le futur de cette Genève internationale est très vivante et va s'accroître. Il y a toujours des ombres sur les Nations Unies, des questions de financement, ça revient périodiquement. Aujourd'hui, le groupe État islamique, alors il y a eu toutes sortes de menaces, mais la menace terroriste, elle pèse maintenant différemment que dans le passé. Tout à fait. Et aussi sur les Nations Unies. Depuis 2003, avec l'événement tragique à Bagdad, où un grand nombre de nos collègues, et j'ai beaucoup d'amis qui sont morts dans cet attentat à la bombe, tout a changé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, on se croyait protégé par le drapeau bleu. Maintenant, on est une cible, un peu partout dans le monde. Et ça, bien entendu, ça a un effet sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on doit protéger nos collègues quand on les envoie dans des endroits difficiles. Et on a beaucoup de collègues qui meurent chaque année, malheureusement. Beaucoup d'organisations étaient contre l'ONU, mais le groupe État islamique, c'est vraiment une opposition totale. Oui, mais ils sont opposés à tout, pas seulement à l'ONU, à tout ce qui est les structures actuelles, étatiques qu'on a et qui gèrent notre planète. Et c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a un risque d'attentat, par exemple, à Genève. Comment ça s'évalue, une chose pareille? On a des évaluations qui se font en concert avec les autorités de sécurité du pays, de la Suisse. Et c'est quelque chose qui se fait couramment. On se protège autant qu'on peut. Il y a une balance à trouver ici sur laquelle je suis très conscient entre l'ouverture et montrer qu'on est, pour le palais, la maison du peuple, et en même temps être très conscient des nécessités de sécurité. Vous êtes une créature onusienne, en pur sucre. Vous avez fait carrière dans ce sérail-là, etc. Oui. Mais vous dites, vous y croyez toujours. C'est pas le machin, comme on l'a souvent dit, l'expression un peu vieillie maintenant. Vous y croyez? Pas seulement j'y crois, mais je suis fier de travailler ici. Je suis fier de ce qu'on a pu faire. En peu de mots, si vous voyez où est la race humaine aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien doté qu'on l'est aujourd'hui. On vit mieux, on vit mieux plus longtemps,
on est mieux éduqué, on mange mieux, etc. Et une grande partie de la raison de ça, c'est que le système des Nations Unies a aidé à ce que la race humaine arrive à ce point où il est aujourd'hui. On voyait tout à l'heure ces bâtiments, ces énormes bâtiments de l'ONU, ces couloirs sans fin. Le petit frisson de l'histoire, vous le sentez à quel moment? Chaque jour. Hein? Quand je me promène dans les corridors, c'est imbu dans les murs de ce bâtiment. Il y a des choses incroyables qui se sont passées là. Quelques mots sur votre parcours. Là d'où vous venez, je parlais tout à l'heure de votre prénom, hein, Michael, vous êtes une famille où il y avait beaucoup de diplomates. C'était déjà un prénom choisi un peu pour ça. Hein? Absolument. Je suis le premier-né de mes parents. Hein? Ils m'ont donné un nom qui existe dans toutes les langues, pratiquement. Et parce que mon père était diplomate, il savait qu'on allait se balader un peu partout. Et en effet, ça a été utile. Effectivement, donc l'origine danoise, mais ensuite la Grèce, la Tchécoslovaquie, quoi d'autre? Berlin-Est? Oui, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis, la Suisse, plusieurs fois, l'Iran, le Mexique, Haïti. Il y a une caste des internationaux, on les rencontre souvent, parfois. Alors, au contraire de vous qui parlez si bien français, il y a des gens qui sont à Genève depuis 30 ans, qui ne parlent pas un mot, qui sont un peu hors sol. Oui, ce qui est mauvais. J'encourage tous mes collègues qui ne le font pas d'apprendre le français parce que, pour moi, bon, ça c'est une expérience personnelle, mais je ne peux pas concevoir vivre dans un pays où je ne fais pas l'effort d'essayer d'apprendre leur langue, parce que ça me coupe en moitié l'expérience et le plaisir d'apprendre de cette société dans laquelle on s'ingère. Enfant de diplomate, grandi en grande partie en Grèce. J'ai grandi en Grèce jusqu'à l'âge de 11 ans, oui. Dans ces années-là, on parle des années 50. 50 et 60, oui. Le Danemark et la Grèce, j'imagine, c'est très différent. Ah oui. C'était deux mondes. C'était deux mondes très différents, oui. Je me rappelle le premier jour d'arriver dans notre maison, j'avais 5 ans, et j'étais nez à nez avec un âne et un ours le même jour. Je n'avais jamais vu ni l'un En ni liberté. l'autre. En liberté, oui. Ouais. Les Ursulines, ça c'est l'éducation classique française. de beaucoup d'expatriés. Hein, oui, surtout en Grèce, oui. C'était l'école française. Il y avait un lycée français où j'ai été éjecté le premier jour. Pourquoi? Parce que et eux et moi, on ne s'entendait pas très bien. Moi, j'avais 5 ans et demi. Et du lycée français, je suis atterri chez les Bonnes Sœurs, où j'ai passé quand même pas mal d'années. Elles étaient comment? Sympa, strict et un peu conservateur. On dit de ces éducations qu'elles sont souvent effectivement conservatrices, mais très formatrices. Oui, c'était le cas. Mais surtout après, j'étais chez les Jésuites. Ça, c'est des éducateurs extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? C'était surtout la substance et la manière dont ils faisaient. Ils m'ont bien préparé pour plus tard et pour mon temps à l'université. C'était très cartésien, si vous voulez, mais c'était très bien. Les jésuites ont donné des personnalités célèbres. Actuellement, c'est le pape François, qui lui alors a suivi une autre voie. On dit souvent des carrières onusiennes qu'il faut beaucoup de sens, de la sinuosité, parfois même de l'intrigue. Écoutez, c'est une organisation où travaillent des gens de partout dans le monde. C'est pas hétérogène, c'est vraiment un mélange extraordinaire. Et pour faire marcher cette machine, il faut comprendre comment on travaille entre nous. C'est des cultures qui constamment se confrontent. Et donc, c'est un travail avec soi-même aussi et avec ses collègues pour arriver à un consensus sur comment aller de l'avant dans le quotidien, chaque jour. Et ça forme, c'est clair. Il y a des codes. Comment est-ce que vous expliquez aux gens de l'extérieur? Souvent, quand on va dans une assemblée onusienne, on a l'impression que c'est très long, que c'est très verbeux, qu'il n'y a pas de résultat, que tout se joue sur des virgules. Oui, mais écoutez, quand vous avez 193 idées et agendas qui doivent se retrouver dans un consensus, ça doit prendre son temps. Il faut discuter, il faut comprendre l'autre, de temps en temps, ça revient à la virgule très souvent. Mais c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que beaucoup de ces traités, ces accords ont été négociés et qui perdurent. Ça vous a amené à des événements historiques. Vous avez été au cœur de plusieurs moments de l'histoire où l'ONU a joué un rôle central. C'était le cas notamment de la fin de l'apartheid. Oui, tout à fait. À ce moment-là, je travaillais dans le Centre contre l'apartheid. Et j'ai eu la chance de participer dans les négociations de la fin de ce système odieux. Une petite anecdote, le texte qui déclare la fin de l'apartheid qui a été passé par l'Assemblée générale a été rédigé par moi et mon chef sur une terrasse autour d'une bière ici à Genève. Ça, c'est des moments qui restent. Absolument. Oui. Et ça fait partie
de cette idée que j'ai de l'ONU et ce qui me donne le plaisir de travailler ici. On parlait de votre parcours, la Grèce, pays de l'Est, ensuite Tchécoslovaquie, Berlin-Est. Vous avez connu le monde stalinien, alors ou post-stalinien, comme visiteur, mais vous me disiez ça vous a marqué, pendant les filatures, les écoutes. Oui, absolument. J'ai failli naître à Moscou. Mon père était diplomate à Moscou, mais finalement je suis né à Copenhague. Mais en habitant dans ces deux pays, ça a marqué aussi, mais ça a surtout donné une compréhension de comment marchaient ces systèmes et une reconnaissance au fait que je n'y habitais pas tout le temps, parce que c'était un peu lourd. Aujourd'hui, vous voyagez partout, vous avez dû traiter aussi avec des dictateurs, avec des régimes dictatoriaux. On n'est jamais gêné de serrer certaines mains quand on est à l'ONU? On est gêné, si vous voulez, au niveau personnel. Quand vous êtes devant quelqu'un qui, très clairement, a baigné dans du sang et qui a fait des choses absolument inexcusables, c'est pas toujours facile, mais c'est notre travail. L'ONU a été créée pour ça. Et je suis toujours très surpris quand on nous dit qu'il ne faut pas parler à Hamas, il ne faut pas parler à ceci, à cela. Si on ne parle pas aux gens avec qui on doit faire la paix, avec qui parleront? Nous. Et c'est absolument indispensable. Et l'ONU a été créée pour ça. Sous l'apparence policée, on a vu régulièrement des choses très dures, les écoutes. Beaucoup de gens l'ont découvert, ça, à quel point ces dernières années, alors la NSA américaine, mais aussi soupçons sur les Israéliens, sur les Russes, sur tout le monde. C'est un univers qui vous a surpris vous-même? Oui et non, parce que j'ai vécu ça quand j'étais jeune. On vit dans un pays de l'Est, on vivait dans un pays de l'Est, ça faisait partie du quotidien. J'étais suivi, nos téléphones étaient à l'écoute, on le savait. De temps en temps, quand je parlais en danois avec mes parents, quand j'étais à l'école, ils intervenaient dans le coup de téléphone pour nous dire de parler l'anglais, sinon ils allaient couper la communication. Mais le danois, ça décourage les espions. Et donc, non, ça me... Et surtout à l'ONU, c'est intéressant. Il y avait des moments dans l'histoire où tout le monde espionnait tout le monde. Donc, ça faisait partie du quotidien et du jeu. Et surtout, ça faisait partie de la manière dont on travaille. Une fois qu'on en est conscient, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Aujourd'hui, surtout, avec la manière de communication, il n'y a absolument rien qui est secret. Tout ce que vous écrivez sur un ordinateur, ça, c'est pas seulement chez nous, c'est vous aussi, c'est tout le monde. Mais vous vivez avec cette idée-là, tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, vous dites les Russes, les Américains, dans les minutes qui suivent, le sauront. S'ils veulent, oui, absolument. Bon, je ne mets pas un nom, mais s'il y a quelqu'un qui veut, ils sont là, donc il vaut mieux faire attention. Bon, il y a eu quelques cas récents où on est arrivé, sinon à la preuve, en tout cas aux indices forts. C'était pendant les négociations sur le nucléaire iranien, c'était au sein même de l'ONU, l'installation de micros, tout ça revient régulièrement. Ça sert les États, franchement, de savoir un peu plus tôt que les autres ce qui est en train de se discuter. Écoutez, je suppose qu'ils le pensent, puisqu'ils le font. Et c'est quelque chose qui dure depuis le premier jour de l'ONU. Je sais qu'il y a eu des moments de restauration dans le passé où ils ont enlever des vitres dans des vitrines ou des miroirs surtout dans certaines salles où derrière ils ont trouvé une multitude de microphones et pas tous des mêmes états. Enfin, tout le monde s'est un peu émis. C'est comme ça. Michael Moller, l'actualité, c'est évidemment les migrants. Là, l'ONU est en première ligne, par le PAM, par d'autres organisations. Pas cher. C'est vraiment, on est en train de vivre, Madame Merkel disait, ça va changer nos sociétés. C'est de cette échelle-là, selon vous, on est vraiment dans un moment de cette ampleur? On l'est pour le moment, oui. Et puis oui, et c'est vrai que ça va changer nos sociétés, mais je ne suis pas d'accord avec le sous-entendu que c'est pour le pire. Moi, je crois que c'est pour le meilleur. Et d'ailleurs, on en a besoin. La migration, surtout en Europe, c'est absolument une nécessité si on veut que nos économies survivent. Juste l'Allemagne elle-même a besoin d'au moins 350 000 par an de migrants pour que leur économie continue à rouler. Et c'est vrai un peu partout. C'est un problème, mais c'est un problème qui doit, selon moi, être mis dans un contexte un peu plus large. Le mouvement des personnes, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On a un mouvement de personnes depuis plusieurs décennies, qui est un peu lent, si vous voulez, mais qui est un des plus grands mouvements de sud vers le nord de l'histoire de l'homme. On va avoir des problèmes de réfugiés. On en a eu déjà. On en a eu en Europe avec les Balkans, si vous vous rappelez. L'ONU les aide massivement. Au Liban, absolument. ailleurs, ça représente des sommes colossales. Oui, mais pas assez, malheureusement. Pour le moment, mes collègues au HR, mes collègues au PAM ont des gros problèmes parce que les fonds dont ils ont besoin n'arrivent pas. Le programme du haut commissaire pour les réfugiés syriens
et financé qu'à 30% de ce qu'ils ont besoin. Le fait est que les pays sont généreux, ils payent, mais les demandes et les nécessités ont grandi tellement qu'ils n'arrivent pas à suivre pour le moment. Est-ce que vous entendez les angoisses que ça crée aussi? On voit bien en Europe notamment, il y a l'angoisse de beaucoup de gens. Certains même pensent à la chute de l'Empire romain, ces grandes migrations qui ont fait que les civilisations ont changé de visage. Vous voyez ce type de crainte? Oui, bien sûr, mais ça fait partie du changement extraordinaire qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas juste et seulement la migration qui fait ce changement. La communication, la technologie qui a changé et qui change nos vies quotidiennement avec une rapidité extraordinaire fait partie de ça aussi. Nos sociétés sont déjà mixtes et vont l'être de plus en plus. Il faut autant s'y faire le plus vite possible parce que c'est le futur. La perte de place de l'Europe, beaucoup en ressentent l'inquiétude, en se disant, voilà, les nouveaux empires, ce sera le Pacifique, ce sera la Chine, ce sera, etc. À l'ONU, est-ce que vous observez ça? Pas nécessairement. Mais là, je voudrais retourner un peu à ce que je viens de dire, que si l'Europe veut garder sa place prééminente ou une place de chef de file, elle pourra le faire que si elle accepte une migration et que si elle accepte des migrants qui vont aider à maintenir leur niveau de vie et leur niveau d'économie. Et aussi une infusion de nouvelles idées, de nouveaux travailleurs. Enfin, il y a beaucoup de bénéfices à ça. L'ONU, c'est un monde fascinant. C'est le reflet en même temps des pouvoirs dans le monde. Très longtemps, ça a été ces deux grands, Russie et États-Unis. Oui, mais... On dit encore qu'aujourd'hui, un secrétaire général, pour être élu, doit avoir l'acceptation, en tout cas de ces deux-là. C'est comme ça que ça marche. Il y a une phrase qui dit que le secrétaire général est la personne qui est sur lequel les Américains et les Russes se mettent d'accord et sur lequel les Chinois acceptent. Ouais. C'est peut-être encore vrai, mais pas tout à fait. Il y a des choses qui se passent maintenant, surtout sur l'élection du secrétaire général. L'Assemblée générale vient de passer une résolution vendredi qui donne une petite ouverture sur un système qui jusqu'à maintenant a été très peu démocratique, pour être franc. C'était le Conseil de sécurité en conclave fermé, un peu comme on élit le pape, qui décidait puis qui envoyait un nom à l'Assemblée générale pour approbation. Là, ils ont demandé une ouverture un peu plus grande, avec au moins 3 noms, avec l'Assemblée générale, qui est l'endroit démocratique, si vous voulez, où tout le monde a une voix, qui puisse interviewer les candidats, etc. Donc, c'est un premier pas. Alors, c'est un premier pas, mais tout ça est très lointain. Pour l'instant, on est d'accord. L'ONU, c'est quand même la formation de l'après-guerre, d'après 1945, oui, avec les 5 du manque permanent. Ça changera quand, à vue de nez? Le plus vite possible, selon moi. C'est clair. Vous faites allusion au Conseil de sécurité, qui, si vous voulez, est le symbole de cette rigidité un peu archaïque. Et c'est absolument indispensable de changer ça si on veut retrouver le moyen pour que le Conseil fasse son travail comme il doit et que les gens, que la population du monde retrouve la confiance dans cet outil. Michael Moller, pour l'instant, c'est en tout cas la population suisse qui sera conviée chez vous pour les 70 ans de l'ONU, c'est le 24 octobre. 24 octobre. Alors là, vous avez joué le jeu populaire. Tout le monde est bienvenu chez vous, c'est ça? Absolument, on fait la porte ouverte. Et le palais et le jardin sera ouvert. On aura une multitude d'activités. Au moins 40 pays vont avoir des stands, au moins 20 organisations aussi. Ça avait, attiré beaucoup de monde, je crois. En 2012, on avait à peu près 10 000 personnes. Et j'espère, et j'invite tout le monde d'ailleurs, j'espère qu'on aura au moins le double. Et j'espère qu'il va faire beau, parce que ça va nous faciliter la tâche. Mais ça, vraiment, il y aura des activités pour les enfants, il y aura des nourritures de différents pays, il y aura des concerts, ça va être une journée assez sympa. Michael Moller, merci, patron de l'ONU à Genève. C'est l'aboutissement d'une vie pour vous? J'espère pas. C'est une carrière en tout cas? Oui, non, mais si vous voulez, ce travail ici, je retrouve tous les éléments que j'ai appris depuis 35 ans et je peux les mettre en bien. Et donc, ça me donne beaucoup de plaisir. Je m'amuse. Et je trouve beaucoup de plaisir à faire ce travail. Merci, Michael Moller. Merci à vous.